le sol est de la lave. Non, je plaisante. Mais en vérité, il est bel et bien en train de se déliter. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais une portion considérable du sous-sol nord-américain a déjà perdu près de 60 km de roche au niveau de sa base. Et non, il ne s'agit ni de séisme, ni d'immenses dolines. C'est le continent lui-même qui perd des fragments de ce qui stabilise son assise, l'empêchant de chanceler comme un vieux manège. Des chercheurs viennent de révéler une découverte géologique majeure. Une portion du socle nord-américain s'amincit peu à peu, comme une crème glacée fondant lentement au soleil. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont en quelque sorte soumis la Terre à une IRM de haute précision, produisant des cartes en 3D où l'on voit des roches autrefois jugées inaltérables se liquéfier dans les entrailles terrestres, à l'image d'une pizza posée à l'envers dans un four. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il convient d'abord de faire connaissance avec mes vieux amis, les cratons. Ils constituaient le socle profond des continents, épais, dur et d'un âge vertigineux, remontant à plusieurs milliards d'années. Ces structures résilientes ont survécu à des impacts de météorites, à l'explosion de supervolcans et au mouvement impétueux des plaques tectoniques. Si ces dernières entraient en conflit frontal, des chaînes montagneuses surgiraient. Si elles se séparaient, un nouvel océan finirait par naître. Tous ces bouleversements laissent leur empreinte à la surface de la Terre, mais les cratons, eux, semblaient inébranlables, de véritables survivants géologiques. À l'image des cafards, leur incroyable résistance à toute agression poussait les scientifiques à les croire quasi indestructibles. Mais voilà qu'un groupe de chercheurs, en testant leurs instruments à la pointe de la technologie, découvre l'impensable. Les cratons sont-ils en train de se désagréger? Par quel mécanisme? Voici la plaque Farallon, une ancienne plaque tectonique qui a commencé à s'enfoncer sous celle de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Ce phénomène, parfaitement naturel, s'appelle la subduction. C'est le moyen par lequel la Terre recycle ses roches et régule sa température interne. Le mouvement est si ancien qu'à présent, la plaque Farallon se trouve à près de 650 km du craton, tranquillement installée dans le manteau inférieur, étrangement proche du noyau externe de notre planète. La plaque Farallon, pourtant reléguée au tréfonds de la planète, continue de causer des désagréments, à l'instar d'un ancien colocataire dont les restes continuent d'empester votre frigo. En poursuivant sa descente, elle exerce une traction continue sur la base du continent nord-américain qu'elle distend jusqu'à en détacher des fragments, précipités dans le manteau profond. Et comme si cela ne suffisait pas, elle relâche en chemin de l'eau et du dioxyde de carbone dans les roches voisines, affaiblissant davantage le craton et le rendant plus vulnérable à l'érosion interne. Les scientifiques ont confirmé ce scénario en étudiant des centaines de séismes enregistrés par des milliers de stations. Leurs observations révèlent qu'une quantité considérable de matière continentale s'enfonce peu à peu, réduisant par endroits l'épaisseur du craton de près de 60 km, ce qui représente une quantité de roches phénoménale. Tout cela semble dramatique, mais inutile de céder à l'alarme. Le processus est d'une lenteur extrême, mesurée en millions d'années. Vos arrière petits-enfants marcheront sans doute encore sur un sol stable. Mais ne vous bercez pas d'une trop grande quiétude. Ce phénomène-là est lent, certes, mais un autre type d'affaissement bien plus rapide est déjà en cours. D'ici 2050, pas moins de 32 grandes villes américaines, parmi lesquelles New York, Baltimore et Charleston, pourraient se retrouver partiellement submergées. Et devinez quoi? Ce phénomène est, dans une large mesure, imputable à nos propres actions. Depuis 2007, les scientifiques ont observé que plusieurs villes s'enfonçaient lentement dans le sol, à raison de 1 à 2 mm par an. Charleston, en Caroline du Sud, se distingue tristement par un taux de 4 mm annuels. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires, presque risibles. Pourtant, dans une ville perchée à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, le moindre affaissement devient lourd de conséquences. Lors des pires inondations, les habitants doivent parfois abandonner leurs véhicules pour regagner leur domicile à la nage. Ce phénomène est connu sous le nom d'affaissement des terres. Lorsque l'on conjugue une subsidence progressive avec une élévation du niveau marin, on obtient un cocktail redoutable: rues inondées, terres agricoles rendues stériles par le sel, forêts fantomatiques et quantité de propriétaires excédés. Mais il n'y a pas que les logements. Ponts, routes, aéroports, centrales électriques, ces infrastructures essentielles au quotidien, sont également exposées à des dégâts majeurs.
réseaux électriques noyés, autoroutes englouties. Les conséquences économiques se chiffrent en milliards, et les risques pour les populations sont bien réels. Soyons néanmoins équitables. L'homme n'est pas responsable de tout. Une partie de ces désordres trouve son origine dans le lointain passé glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, d'immenses nappes de glace recouvraient le nord des États-Unis, si massives qu'elles ont littéralement enfoncé la croûte terrestre sous leur poids. Lorsque ces calottes ont fondu, la surface n'a pas rebondi comme un trampoline. Elle a amorcé un lent jeu de bascule géologique. Les zones jadis comprimées remontent, tandis que les autres s'affaissent en réponse. Ce phénomène, nommé ajustement isostatique ou rebond post-glaciaire, se poursuit encore de nos jours. Cela dit, l'activité humaine est venue accentuer cette tendance. L'un des principaux responsables est l'extraction des eaux souterraines. Imaginez que l'on retire le rembourrage d'un matelas, il finit par se déformer. C'est ce qui se produit dans des régions comme la vallée centrale de Californie, où le sol s'affaisse de près de 20 cm par an en raison du pompage intensif pratiqué lors des sécheresses. Dans des métropoles comme New York, la menace ne provient pas uniquement de l'eau. Les gratte-ciel eux-mêmes accentuent le problème. En effet, accumuler des millions de tonnes de béton et d'acier sur un sol meuble entraîne inévitablement un affaissement. À titre de comparaison, le poids total des bâtiments new-yorkais avoisine les 762 milliards de kilogrammes, soit l'équivalent de quelques 3,5 millions de statues de la liberté superposées. Avec une telle masse concentrée sur une superficie restreinte, les couches de sol sous-jacentes finissent, inévitablement, par se tasser. Et si vous pensiez que la situation ne pouvait guère empirer, détrompez-vous. Les barrages que nous érigeons empêchent les rivières d'acheminer les sédiments qui, jadis, régénéraient naturellement les terres côtières. Ces sédiments jouaient un rôle essentiel, en redonnant du volume au sol. En leur absence, les zones littorales se compriment peu à peu, à l'image d'une éponge usée. Et lorsque les marais sont asséchés pour l'agriculture ou l'urbanisation, les sols tourbeux se dessèchent puis s'effondrent. On dirait que la terre n'obtient aucun répit. Les scientifiques ont aussi observé que d'anciennes zones humides, autrefois luxuriantes, figurent désormais parmi les régions qui s'enfoncent le plus vite, notamment sur la côte du Golfe. En Louisiane, par exemple, l'on perd l'équivalent d'un terrain de football de terre ferme à cause de cette combinaison dévastatrice d'affaissement et de montée des eaux. Alors, que nous reste-t-il à nous qui souhaitons simplement vivre au-dessus du niveau de la mer? Hélas, le tableau est peu réjouissant. Des bois entiers se transforment en forêts fantômes, submergées par les eaux. Les terres agricoles s'imprègnent de sel au point de devenir impropres à la culture. Et même en l'absence de pluie, certaines rues se couvrent d'eau, victimes d'inondations dites « par temps clair ». Et sur la côte ouest, la situation n'est guère plus reluisante. La Californie est elle aussi concernée. San Francisco et Los Angeles s'affaissent, ce qui les rend 2 fois plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Dans certaines zones, telles que la péninsule de Palos Verdes, le sol s'affaisse à un rythme tel que les habitants pourraient tout aussi bien adopter un mode de vie souterrain. L'Amérique serait-elle en passe de devenir la nouvelle Atlantide? Pas du jour au lendemain, certes, mais en l'absence de mesures concrètes, telles qu'une réduction drastique de l'exploitation des eaux souterraines et une planification urbaine plus avisée, près d'un demi-million de personnes se retrouveront en réel danger. Et les dommages immobiliers pourraient avoisiner les 109 milliards de dollars d'ici 2050. En définitive, même si l'Amérique du Nord ne semble pas sur le point de sombrer comme un soufflé mal cuit, des fissures bien réelles apparaissent dans sa croûte. Il conviendrait donc de limiter le pompage des nappes phréatiques, de repenser nos méthodes de construction et leur implantation, et de consacrer davantage d'efforts à la préservation des terres. Car si le sol venait à se muer en lave, nous regretterons de ne pas avoir, au moins, colmaté les premières brèches. Un ancien volcan, nommé Uturuncu, repose en Bolivie. Il n'est pas entré en éruption depuis quelques 250 000 ans, ce qui pourrait faire croire à la fin de son activité. Pourtant, ces derniers temps, son comportement intrigue. On dirait un mort-vivant qui se réveille d'un très long sommeil. Un cataclysme serait-il en préparation? Uturuncu est une imposante montagne des Andes, culminant à près de 6100 mètres de hauteur. Il s'agit d'un stratovolcan, c'est-à-dire une vaste structure, escarpée et de forme conique, constituée de couches successives de lave, de cendres et de pierres. Ces volcans, dont la lave visqueuse emprisonne les gaz, peuvent produire des éruptions d'une extrême violence.
comparables à une boisson gazeuse agitée prête à éclater. Le Vésuve, tristement célèbre pour la destruction de l'ancienne cité de Pompéi, appartient à la même famille. La Bolivie s'apprête-t-elle à connaître un sort aussi funeste? Bien qu'Uturuncu soit resté silencieux durant plusieurs millénaires, les chercheurs ont récemment noté qu'il émettait des gaz, qu'il était secoué de petits tremblements de terre, et que le sol alentour se soulevait, comme s'il s'étirait lentement. Ces signes ont éveillé l'idée qu'une éruption pourrait bien être en préparation. En étudiant de plus près, les scientifiques ont découvert que des mouvements de fluide et de gaz sous la surface expliquaient toute cette agitation. Cela ne signifie pas une éruption certaine, mais témoigne clairement d'une activité bien réelle. Approfondissons. Depuis les années 90, des satellites et le GPS permettent aux chercheurs de surveiller le sol autour du volcan. À un moment, ils ont remarqué un phénomène étrange. Le centre du terrain s'élevait, tandis que les bords s'affaissaient, dessinant une forme proche d'un sombrero. Cette élévation centrale, quoique lente, environ 1 cm par an, dure depuis au moins 50 ans. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais mérite l'attention. Cette curieuse déformation du terrain, accompagnée de nombreux petits séismes et d'émissions de dioxyde de carbone, a conduit les chercheurs à envisager la présence d'une large poche de magma sous la montagne. Si cette hypothèse se confirmait, elle impliquerait un risque majeur. Une éruption pourrait se profiler. Uturuncu repose au-dessus d'un vaste réservoir souterrain de magma, connu sous le nom de corps magmatique d'Altiplano Puna. Cette immense chambre, aussi profonde qu'étendue, s'étire sous la Bolivie, le Chili ainsi que l'Argentine. Certains scientifiques pensent que le magma y remonterait lentement, ce qui pourrait annoncer une future éruption. Mais après avoir analysé plus de 1700 séismes et étudié les roches qui bordent le volcan, on a proposé une nouvelle explication. Il ne s'agirait pas d'une remontée de magma, mais plutôt de fluide et de gaz brûlants qui s'élèveraient depuis l'APMB en suivant un conduit étroit semblable à une cheminée. Ces gaz, tels que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, peuvent s'accumuler sous la surface du volcan, tandis que l'eau salée, la saumure, se diffuse latéralement dans d'infimes fissures rocheuses. Ce mouvement de gaz et de liquide provoque des soulèvements ou des affaissements ainsi que de faibles secousses, sans que le magma n'approche de la surface. La conclusion rassurante est donc la suivante. Une éruption d'Uturuncu paraît aujourd'hui peu probable. Si toutefois elle survenait, elle représenterait un réel danger pour les populations alentours, avec des coulées de lave susceptibles d'atteindre des localités situées à plusieurs dizaines de kilomètres, et des cendres qui pourraient se disperser jusqu'en Argentine, au Chili et en Bolivie. Heureusement, bien que le volcan demeure actif et manifeste quelques frémissements, il n'est pas aussi menaçant qu'on le redoutait jadis. Cette découverte pourrait d'ailleurs aider à mieux évaluer l'état d'autres volcans potentiellement actifs dans le monde. Dirigeons-nous à présent vers l'Alaska, où les experts estiment que le mont Spur pourrait bientôt entrer en éruption. Des émissions inhabituelles de gaz volcanique ont été détectées à son sommet et au niveau d'un évent latéral, celui-là même qui s'était réveillé en 1992. Une nouvelle éruption pourrait affecter la circulation aérienne à proximité et des chutes de cendres pourraient se produire. Toutefois, comme la région est inhabitée, aucun danger immédiat ne menace les populations. Mais si le mont Spur n'apparaît pas comme une menace majeure, d'autres volcans, en revanche, suscitent davantage d'inquiétude. C'est le cas des champs Phlegréens, vaste complexe volcanique situé aux abords de Naples. Il ne prend pas la forme d'un unique sommet, mais s'étend sur 24 cratères disséminés dans la région. Sa dernière éruption remonte à 1538. Mais la plus colossale s'est produite il y a environ 40 000 ans, projetant des cendres sur tout le bassin méditerranéen et entraînant une baisse des températures allant jusqu'à 9 degrés en Europe de l'Est, provoquant ainsi un rude hiver volcanique. Si le Campi Flegrei entrait à nouveau en éruption aujourd'hui, cela pourrait être très dangereux. Cela pourrait recouvrir Naples et les environs de cendres, provoquer des séismes et des glissements de terrain,
et entraîner une pollution de l'air ainsi que des pluies acides. Les scientifiques le surveillent de près, surtout après qu'un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué la région en mars 2025. Mais la bonne nouvelle est dit qu'il n'y a aucun signe que du magma monte actuellement à la surface, ce qui signifie qu'une éruption n'est pas attendue dans un avenir proche. Néanmoins, puisque l'Italie connaît beaucoup d'activités volcaniques, les experts continuent de le surveiller attentivement. Le Vésuve, lui aussi situé en Italie, figure parmi les volcans les plus renommés de la planète. Sa notoriété provient surtout de la terrible éruption survenue en l'an 79 de notre ère, qui ensevelit sous les cendres les cités romaines de Pompéi et d'Herculanum. Son dernier réveil remonte à 1944. Aujourd'hui, la menace est accrue. Plus de 3 millions de personnes résident dans ses environs, et environ 700 000 occupent illégalement ses pentes, s'exposant à un péril direct. Si le Vésuve devait se réveiller à nouveau, il pourrait projeter des roches incandescentes et des nuées de cendres à près de 160 km/h, causant des ravages potentiellement capables d'anéantir Naples. Pourtant, les scientifiques estiment qu'une éruption d'ampleur reste improbable avant plusieurs siècles. Néanmoins, en raison de son activité persistante, le volcan reste sous étroite surveillance. Cumbre Vieja est un volcan situé sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries. Sa dernière éruption remonte à 2021. À cette occasion, des coulées de lave se sont déversées jusqu'à l'océan, engloutissant plus de 3000 habitations. Fort heureusement, des milliers de résidents furent évacués à temps, ce qui permit d'éviter un bilan humain plus tragique. Autrefois, les scientifiques redoutaient qu'une éruption d'envergure puisse entraîner l'effondrement de tout le versant occidental du volcan dans l'océan Atlantique. Un tel événement aurait pu engendrer un méga tsunami capable de propager des vagues gigantesques à travers l'océan. Cependant, les recherches les plus récentes indiquent que ce scénario est hautement improbable. Le mont St. Helens, situé dans l'État de Washington, a connu une éruption dévastatrice en mai 1980, entraînant la mort de 57 personnes. Cette éruption déclencha également le plus vaste glissement de terrain jamais enregistré. Du magma surchauffé, sous pression, jaillit violemment du cratère, projetant des cendres jusqu'à 24 km d'altitude. Les cendres recouvrirent une immense étendue, détruisant environ 600 km² de territoire. Bien que le mont St. Helens demeure actif et susceptible d'entrer à nouveau en éruption, peut-être même de notre vivant, les experts estiment qu'une explosion latérale d'ampleur comme celle de 1980 est très peu probable, grâce au cratère profond désormais formé à son sommet. Le Popocatépetl est un volcan majeur et actif du Mexique. Il connaît des éruptions intermittentes depuis le début des années 2000. Situé à seulement 64 km de la zone métropolitaine de Mexico, qui compte environ 22 millions d'habitants, et à 48 km de Puebla, ville de près de 6 millions de résidents, il menace une population extrêmement dense. En cas d'éruption d'ampleur, le volcan pourrait recouvrir Mexico d'une épaisse couche de cendres pouvant atteindre 20 cm. Ces dépôts risqueraient d'obstruer les canalisations, de perturber l'approvisionnement en eau, et même de provoquer des coupures d'électricité. Plus dangereuses encore, des coulées rapides de lave ainsi que des flux pyroclastiques extrêmement chauds pourraient dévaler les pentes et anéantir les localités proches. Après un demi-siècle de calme, le volcan s'est remis à gronder et trembler fréquemment. Plus d'une douzaine de petites éruptions ont été enregistrées, y compris en février 2024. Certaines zones proches ont été recouvertes de cendres, mais cela demeure dans la normale selon les scientifiques qui continuent de surveiller le volcan avec vigilance.